Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, bienvenue dans ce débrief. On s'en rappelle, le soir des élections européennes, le 9 juin, et face au score élevé, très élevé même, de la liste Rassemblement National en France, le président Emmanuel Macron avait décidé, alors que rien ne le laissait attendre, de dissoudre l'Assemblée nationale et d'appeler à des élections législatives anticipées les 30 juin et 7 juillet. S'en suivirent alors 3 semaines folles de débats et combats, d'explications et de négociations, de changements de camp et d'alliances. Et le soir du 30 juin, le Rassemblement national maintient son score élevé, donc c'était le soir du premier tour. Il a maintenu son score élevé qui ouvre sur une série de désistements de candidats pour faire barrage au parti dirigé par Jordan Bardella et Marine Le Pen. Et puis le soir du 7 juillet, surprise. Tous les diagnostics crédibles sont déjoués et c'est le nouveau Front populaire qui se classe premier avec 184 élus. Le groupement présidentiel Ensemble avec 166 députés et en troisième marche du podium électoral, le Rassemblement national et ses alliés avec 143 sièges. Ça donne une Assemblée nationale dispersée et comme disent les commentateurs en France, un pays ingouvernable. Nous en parlerons. En deuxième partie, et à quelques dizaines de kilomètres seulement de là, les Britanniques votaient aussi. Le Royaume-Uni se remet à peine de plusieurs années d'instabilité politique avec 3 premiers ministres en 4 ans, dont l'un, Liz Truss, est resté en fonction 3 semaines seulement. La semaine dernière, les électeurs britanniques ont asséné un véritable camouflet aux conservateurs, les Tories, qui sont restés au pouvoir 14 années durant, mais qui sont responsables du Brexit, de l'instabilité politique et des incertitudes économiques. Avec nous pour traiter ces deux thèmes, Zakaria Bouddahab, bonsoir et bienvenue sur le plateau. Merci d'être avec nous. Bonsoir, vous êtes professeur de relations internationales à l'université Mohamed V de Rabat, mais ça, tout le monde le sait désormais. Merci, merci Allah. C'est Abdelghani Oumni, bonsoir et bienvenue sur ce plateau aussi. Vous êtes économiste et spécialiste en politique publique et ça aussi, tout le monde le sait. Mesdames, messieurs, donc on va commencer par ces élections en France. Alors, il reste encore 3 ans au président Macron pour arriver au terme de son second mandat, mais bien malin qui pourra dire comment il gérera le pays ces 3 longues années à venir. À la suite de plusieurs coups de théâtre politiques et électoraux, la France met en place une Assemblée nationale de laquelle ne se dégage ni majorité absolue, ni même de majorité relative. Les 3 blocs politiques, gauche, centre et extrême droite, étant globalement de même force. Je commence par vous, Abdelghani Oumni. Ils en sont arrivés comment à ça les Français? Plusieurs explications, poussée de l'extrême droite, dédiabolisation, absence de pénétration du parti présidentiel dans le tissu social, fragmentation de la société. Enfin, il y a un tas de raisons pour lesquelles opteriez-vous? Je pense qu'il faut découper votre question en plusieurs sous-questions. D'abord, comment les Français en sont arrivés là? En 2017, quand Emmanuel Macron est arrivé au pouvoir, il leur a dit « Les Français ne savent pas qui je suis ». Je pense que maintenant, ils le savent. Et le problème, c'est que ce président a été élu par défaut par 2 fois. C'est-à-dire qu'il a été élu par défaut en 2017 parce que les gens ils ont voté contre l'extrême droite et en 2022, les Français. Donc, il n'a pas d'électorat. Il est arrivé quand même à se hisser au second tour. Je vais vous dire pourquoi il est arrivé à se hisser au second tour. Alors, au premier tour, il a toujours fait entre 18 et 22%. Donc ça, c'est l'électorat. Le problème, c'est que ce président a inventé quelque chose que Tony Blair avait inventé. C'est ce qu'on appelle l'extrême centre. C'est-à-dire qu'en France, aujourd'hui, nous avons 3 pôles. Nous avons une extrême gauche, LFI. On a un extrême centre, donc c'est le parti macroniste. On a une extrême droite avec le Rassemblement national. Et on a des gens, les dégâts collatéraux. Les dégâts collatéraux, ce sont à la fois les partis classiques, le parti socialiste, l'UDF ancien qui est devenu le MoDem, et puis vous avez les gaullistes, c'est-à-dire les républicains. Donc c'est ça aujourd'hui la cartographie. Maintenant, la cartographie électorale aussi, il faut regarder la carte de la France métropolitaine. Et vous avez 2 Frances. Vous avez une France mondialisée. C'est la France qui est dans toute la partie gauche de la carte de la France. On va trouver la région Aquitaine, on va trouver le Poitou-Charentes, on va trouver la région où il y a Carole Delga, on va monter aussi vers le nord. Et puis vous avez toute la partie où vous avez les départements de l'Est. On va parler de Strasbourg, Mulhouse, on va parler de Lille, Marseille, où vous avez la partie qui vote. Ce sont les anciens aussi, les anciens bassins miniers de l'industrie aussi française et qui sont victimes de la mondialisation et qu'aujourd'hui, ils sont très ouverts à ce discours. Mais je pense que Emmanuel Macron s'alimente de l'extrême droite et s'alimente de l'extrême gauche, c'est ce qui lui permet
Et puis sa verticalité a fait qu'aujourd'hui, il a à la fois, il fait tout aujourd'hui pour rester au centre. Ce qui s'est passé aussi en France depuis 2017, c'est que nous avons vu la montée des médias qui ont été rachetés par ce qu'on appelle les hyper riches, par l'actionnariat, et qui sont manipulés de manière à laisser ce président. Et je pense que le président Macron, il a tout intérêt à ce que LFI et l'extrême droite, le Rassemblement national, restent très puissants. C'est ce qui lui permet de manipuler ce centre, cet extrême centre qui est dangereux parce qu'il est ultra-libéral, parce qu'il n'est pas pour l'emploi. Et je pense qu'à aucun moment, malheureusement aussi, les partis, et particulièrement le sien, n'a parlé des problèmes de la France. Emmanuel Macron, c'est 3 000 milliards d'euros de dette pour la France, et je pense qu'il finira à 4 000 milliards, c'est-à-dire le double du PIB, c'est 2 fois le PIB. Donc aujourd'hui, je pense qu'il n'y a pas de réponse. Et alors, il y a une lettre qui a été publiée hier, et cette lettre, elle dit qu'il appelle à tout l'arc républicain. Alors, premièrement, il vole l'élection, parce que normalement, dans une démocratie comme la démocratie française, quand vous avez un groupement qui arrive premier, le nouveau Front populaire, c'est lui qui doit gouverner. Et ben là, ça ne va pas être le cas, parce qu'il ne veut pas. Il est en train de draguer à sa droite, d'essayer de draguer aussi à sa gauche. Et je pense de draguer dans le sens maritime, on va dire. Dans le sens maritime. Mais si vous voulez, dans cette manière de gouverner n'est pas la bonne, parce qu'elle ne répond pas aux aspirations du peuple français qui demande de l'emploi, de la croissance économique, de la répartition des richesses. Et je pense que ce n'est pas son objectif. Son objectif, c'est de rester au pouvoir avec une verticalité absolue, parce que même le régime de la Ve République, il est en train de passer outre et en train aussi de voler une élection que la gauche est arrivée, peu importe qu'on soit de gauche ou de droite. Je pense qu'il ne faut pas voler l'élection à un groupement, à un parti qui est arrivé premier. Alors, ça, c'est l'explication de Abdelghani Youmni, donc une explication qui relève plus de la sociologie électorale que de la politique pure, même si vers la fin, il y était. Maintenant, petit rectificatif, c'est que le PIB français, je parle sous votre contrôle encore une fois, peut-être que vous êtes laissé aller sur votre raisonnement, mais 3 000, c'est pas le double. Non, on est à 2 400, ça fait à peu près, on va dire 5 000. Oh, le PIB français 2023, je crois que c'est un peu moins que 3 000. Non, c'est 2 400 x 2, ça fait, alors ça va faire 5 000, mais si vous voulez, là, on est quand même à 3 000 milliards, 3 000 milliards 100, et à la fin... Non, je ne conteste pas le fait que ce soit énorme. À la fin du quinquennat, on va finir à 4 500, ça fait presque le double. Et quand vous êtes à 200% de votre PIB en dette, c'est problématique. La deuxième chose que je voulais rectifier, peut-être, c'est que c'est cette question de carte. Vous avez parlé de la partie ouest, puis de la partie est. Oui, la partie ouest. On se rappelle quand on avait aussi bien au soir des élections européennes qu'au soir du premier tour, il y avait une carte qui était pratiquement entièrement aux couleurs du Front National. Non, il faut regarder le deuxième tour. Moi, je parle du deuxième tour. Ah, le deuxième tour. Zakaria Abou-Dahab, même question pour vous. Comment les Français en sont-ils arrivés à être dans cette situation tout à fait ingouvernable, une Assemblée nationale difficilement gouvernable? Et le problème, c'est qu'elle ne soit pas uniquement difficilement gouvernable, mais c'est que bien malin qui pourrait voir comment elle serait gouvernée. Tout à fait. D'où la délicatesse de la question et la difficulté également de la réponse. Mais il y a des réponses, il y a des questions qu'on peut fragmenter. Mais vu de l'extérieur, nous en tant que Marocains, comment on observe un peu les choses? Premièrement, toute proportion gardée, c'est-à-dire on peut voir à titre comparatif ce qui s'est passé au Royaume-Uni, Italie, Espagne, etc. Quand bien même il y a eu parfois des problématiques un peu rapprochantes, mais on n'est jamais arrivé à ce genre de blocage. Les Français eux-mêmes le disent. Les Français sont difficiles à gouverner. Donc l'ingouvernabilité, aujourd'hui, désormais, un concept essentiel qui fait même peut-être écho à un grand philosophe. Michel Foucault, à un moment donné, mais lui, il a parlé de la gouvernementalité. Premièrement, je pense que c'est un cumul, c'est aussi une déception. Après 7 ans de gouvernement ou de présence de mandat de M. Macron, il est à mi-parcours plus ou moins, 3 années de nouvelles élections. Deuxièmement, par rapport aussi à des promesses non tenues. Troisièmement, par rapport aussi à une conjoncture interne européenne, l'impact du Brexit, entre autres choses, mais également internationale, sur le plan mondial, géopolitique, guerre, Ukraine, etc., l'énergie, et ainsi de suite. Mais je crois qu'il faut revenir, c'est des Aziz, un peu aux thématiques majeures qui ont été discutées lors des élections et des campagnes. Pouvoir d'achat, sécurité, migration, ça revient un peu. Et donc, on revient à un électeur qui est sorte d'homo economicus, c'est-à-dire un homme avec un H majuscule, rationnel, qui calcule
forcément, certes, la sociologie électorale, de façon générale, la sociologie politique, nous aide à mieux comprendre les mobiles, à relativiser en fonction des régions, les circonscriptions. Mais j'aimerais quand même dire une chose, messieurs, c'est que maintenant, les désistements ont bien fonctionné. Parce qu'on a barré la route au Rassemblement national. Et donc, c'est une alliance de conjoncture qui a tant bien que mal apporté ces résultats, pour ne pas dire ses fruits. Deuxièmement, moi-même, personnellement, je suis observateur, outsider, mais déçu par rapport à l'approche de M. Macron, parce que logiquement, démocratiquement, le premier ayant venu en tête des élections en termes numériques, c'est-à-dire le nouveau Front populaire, devait normalement constituer et leader un gouvernement. Or, on a remarqué que premièrement, M. Macron ne s'est pas exprimé oralement, c'est-à-dire il n'a pas tenu un discours, il a juste tout simplement envoyé ou adressé un message pour mobiliser un front démocratique, républicain, etc. Message partisan, un message engagé. Voilà, partisan. Voilà. Et ensuite, M. Gabriel Attal avait remis lundi matin sa démission. Il ne l'a pas, on va dire, refusé, mais il a demandé de temporiser. Voilà, il faut faire attention aux expressions du point de vue du droit constitutionnel, ce qui fait que cela trahit, à mon sens, une posture. En même temps, cela, il envoie, on va dire, des messages codés comme quoi il ne voudrait pas qu'un Premier ministre soit issu du nouveau Front populaire, qu'il voudrait plus ou moins continuer un peu sa politique, qu'il a une démarche qu'il n'a pas dévoilée. Et là, ça crée une sorte de grogne, lapsus révélateur peut-être, une grande populaire exprimée par-ci, par-là. Et finalement, Zéaziz, vous l'avez si bien dit, le jour même des élections européennes, qui ont évidemment montré que le Rassemblement national progresse et progresse comme une poussée de fièvre, excusez-moi de l'expression, pour clarifier le champ politique. Il n'a rien clarifié. Aujourd'hui, c'est plus compliqué encore. Et ce qui fait que la France, aujourd'hui, est dans une sorte, sur le fil du rasoir, scénarios qui sont brouillés. Et personnellement, je me demande comment la France allait sortir de cet état de blocage et d'impasse politique. Alors, on y est. On va faire un peu de politique fiction. Vous savez, quand vous dites le Front National, il y a un truc qui m'a toujours amusé, c'est que bon, il s'appelle le Rassemblement National, oui. Le Front National. Mais Madame Le Pen et Monsieur Bardella ne s'empêchent pas de dire la NUPES, alors que ça ne s'appelle plus la NUPES, mais et les filles. Donc bon, on assiste à tout ça, à ces empoignements, etc. Alors, quand vous dites Zakaria Boudahab, oui, effectivement, c'est le premier parti qui devrait arriver. Et là, je vais le titiller un petit peu. Le premier parti n'est-il pas le Rassemblement National ? Parce que si on parle du nouveau Front populaire, c'est plutôt le premier groupement de partis, et le premier parti, au sens stricto sensu, c'est plutôt le Rassemblement national. Alors, maintenant, personne ne peut, même en cas de démission du président de la République, le prochain qui arriverait n'aurait pas le droit de dissoudre l'Assemblée nationale. C'est-à-dire qu'on a cette Assemblée nationale qui est figée jusqu'à pratiquement le 9 ou le 10 juin 2025. Alors, quelle coalition, quelle opposition qui pourrait éventuellement faire une motion de censure, parce que c'est important comme question, autour de quel programme est-il possible de concilier les irréconciliables, les inconciliables, de réconcilier les irréconciliables aussi? Comment vous voyez les choses? Alors, premièrement, je vais... Je vous titille un petit peu, mais je vais clarifier. Je vais dans le sens de ce que Zakaria Boudahab a dit. Premièrement, il y avait des thématiques comme le pouvoir d'achat, la répartition des richesses et surtout le service public. Je pense qu'on en parlera tout à l'heure pour le cas du Royaume-Uni, sur le service public. Alors, il faut savoir qu'il y a eu 190 désistements de candidats de gauche pour des candidats macronistes. Et ça a profité aux macronistes. C'est pour ça qu'au lieu d'avoir 70, ils ont 140. Et je pense, et ça, c'était l'arc républicain. C'était aussi pour bloquer l'extrême droite. Deuxièmement, il n'y a eu que 45 désistements des macronistes pour des candidats de gauche qui n'ont pas tous été élus parce que ce n'était pas dans des circonscriptions gagnables. Et je pense qu'il y a des tactiques, des stratégies qui ne sont pas les mêmes d'un côté et de l'autre. Deuxièmement, il faut bien revenir à ce que c'est que le macronisme. Le macronisme, c'est de remplacer le concept de citoyen par le concept de mitoyen. Alors, le concept de citoyen, c'est un citoyen qui est électeur, qui paye ses impôts et qui a le droit à des services publics régaliens, mais aussi à la présence, à la sécurité de l'État. Par contre, le mitoyen, c'est un consommateur qui vit dans un pays, qui paye les emplois parce qu'il est obligé. On va lui offrir la sécurité, mais on va limiter ses libertés publiques et privées. Ça, c'est très bien de revenir sur ces deux concepts. Maintenant, quelle coalition? Mais de toute façon, M. Macron a tout bloqué.
Maintenant, on a un blocage, c'est-à-dire que ce qu'on avait peur avec l'extrême droite d'avoir une guerre civile, maintenant, on risque d'avoir un incendie, d'avoir un feu de forêt en France, parce que les citoyens ont voté, il faut respecter leur vote, il faudrait nommer. Zakaria Aboudab a parlé en fait, et vous avez parlé aussi de l'extrême, le Rassemblement national, c'est le premier. Non, il y a une coalition dès le départ qui s'appelle le Nouveau Front populaire, dans laquelle il y a plusieurs partis. Ça a été fait déjà en 1943. Oui, on peut dire ça à partir du moment où ils ont donc il y a une coalition dès le départ. Et vous savez, électoral, on peut dire ça. Et même quand on élit les présidents de groupes à l'Assemblée, là aussi on peut avoir des coalitions qui se forment et qui peuvent dire nous on est majoritaire. Donc si vous voulez, ce que vous dites, quelle coalition, quelle opposition, quel programme, il faut laisser. Donc je pense que le parti, que ce soit d'un côté ou de l'autre, tous ont un programme. Et donc, ça sera le programme de ceux qui vont arriver. Si on veut continuer avec en même temps, et ni gauche ni droite, ça sera le macronisme, mais je pense que ça a été rejeté par les Français. L'extrême droite aussi. Peut-être qu'il faut trouver des coalitions avec, mais ça, je pense que ça ne se fera pas. Il faut que les anciens partis classiques, ceux qui ont été victimes de ce nouveau ni gauche ni droite en même temps, peut-être un peu à gauche, un peu à droite, un peu les Verts. On peut trouver des solutions, mais Zakaria Aboudab l'a dit tout à l'heure, aujourd'hui la France semble ingouvernable et pendant une année, on ne sait pas ce qui va se passer. Mais moi j'ai bien peur que ce soit un peu la pagaille et politique et dans la rue. Parce que les gens ont voté et on ne peut pas les voter de manière interminable. Il faut à un moment donné que le président de la République prenne sa responsabilité, appelle, et puis si ça ne marche pas, il y aura pas une solution, mais il suffit, le gouvernement peut tomber, on peut en avoir un autre. Mais je pense qu'il faut aussi avoir un sens de responsabilité dans n'importe quel pays. Les électeurs sont des citoyens. Et si vous êtes élu par les citoyens, pour les citoyens, il faut prendre sa responsabilité. Alors, Zakaria Aboudab, justement, je voulais avoir votre avis sur la même chose. Qui pour gouverner, comment gouverner, quoi gouverner. Il y a un peu chez les Français un sens de la dramatisation qui est assez remarquable. On se rappelle en 86, quand il y avait eu cette première cohabitation Chirac, donc c'était RPR à l'époque, PS, on craignait, on parlait, attention, guerre civile, ça va s'embraser. Et puis, ça s'est passé parce que les gens sont responsables. L'été, je suppose qu'ils le sont aujourd'hui aussi. Puis la deuxième cohabitation en 93, puis la troisième cohabitation en 90, 1900 bien entendu. Ça s'est toujours bien passé. Là, la différence, c'est qu'il n'y a pas de majorité absolue, il y a une majorité relative. Mais est-ce que vous pensez que les Français ne vont pas se ressaisir et trouver quelque part, quand je parle des Français, aussi bien la rue, la population, la société, c'est-à-dire, voilà, c'est ce qu'il y a, on va voir, on va découvrir, que la classe politique qui va finalement trouver à composer quelque chose. Parce qu'il est aussi important d'avoir une majorité qu'une opposition, vu que l'opposition peut faire des motions de censure. Premièrement, d'ailleurs, c'est ce qui se dit au niveau du débat politique et constitutionnel, que le président ou le Premier ministre, quel qu'il soit, pourrait gouverner par décret, c'est-à-dire relativement, je mets entre guillemets, je dois faire beaucoup attention aux expressions, laisser de côté tout ce qui est vote des lois parce qu'il y aura toujours des blocages et par conséquent ingouvernabilité. Donc gouverner par décret, c'est-à-dire c'est le pouvoir réglementaire, exécutif qui va expédier plus ou moins les affaires courantes, mais on ne va pas toucher fondamentalement les questions qui interpellent peut-être les Françaises et les Français, pouvoir d'achat et j'en passe, la question des impôts. Deuxièmement, les constitutionnalistes français disent que c'est une situation qui est inédite, l'actuelle situation. Elle est tellement brouillée. À un moment donné, c'est Aziz, peut-être les années 90, parce que nous y avons vécu et nous avons vu comment la cohabitation a été menée, sachant bien que je me rappelle, une fois, il y avait le maire de Bordeaux, qui était le Premier ministre de M. Jacques Chirac. Une fois qu'il a été nommé, durant 5 mois, des protestations de rue qui l'ont forcé à partir. Et finalement, c'était un homme qui était suffisamment résilient, suffisamment robuste. Alain Juppé. Exactement, M. Alain Juppé, le maire de Bordeaux. Il y avait une réforme dangereuse, la protection sociale. Exactement. Dangereuse. Oui. Je peux parler des gilets jaunes, on peut parler de beaucoup de choses. J'ose pas à cohabiter avec Jacques Chirac, mais c'est une classe politique qui a disparu. Les gilets jaunes, vous avez fait un rapide aller-retour sur une vingtaine d'années. Voilà. J'ai sauté parce qu'il devait évidemment respecter la volonté populaire. Et puisque le Parti socialiste, encore dans le temps, avait quelques attractivités, voilà aujourd'hui qu'on voit un Hollande qui revient à l'Assemblée nationale. Pourquoi faire ? On peut se poser bien des questions.
Donc, il y a également une sorte de changement tectonique au niveau de la classe politique française. On n'est plus avec Bernard Tapie, on n'est plus avec les autres, même avec le père de Madame Le Pen, qui à l'époque faisait bouger trop les lignes, etc. etc. Maurès, ouais. Il y a un malaise profond, ça je le sais, mais Zdé Aziz, je suis tout à fait d'accord. Avec humilité, il faut dire qu'aujourd'hui, vous avez utilisé une expression, non pas aventurier, celui qui va se lancer dans la confection d'un tableau politique prochain de la France, mais ce qu'on pourrait dire, c'est qu'il y a potentiellement des clashs majeurs qui peuvent se déclencher entre le nouveau Front populaire et notamment un certain Mélenchon qui, s'il persiste, avec ses coéquipiers qui ne mâchent pas leurs mots sur le plan politique et qui revendiquent précisément une certaine légitimité, toute proportion gardée. Je ne parle pas de la France insoumise, mais je parle de la coalition en tant que telle. Maintenant, il est vrai que l'intérêt général de la France devrait être mis en avant par rapport aux intérêts partisans ou sectoriels ou autres, parce qu'il faut sauver la situation. Mais maintenant, à qui profite la situation de blocage? Quels sont les scénarios? Est-ce que, par exemple, M. Macron allait présenter sa démission pour anticiper par la suite de nouvelles élections et sortir de cette situation de blocage encore une fois? M. Macron qui est à Washington pour assister au sommet de l'OTAN, je ne sais pas s'il est revenu ou pas. Oui, il est revenu hier. Il est revenu hier. Quid également des majorités au niveau de l'Assemblée nationale? Vauquès, apparemment, c'est lui qui est désormais président du groupe des Républicains de droite. Je ne sais pas si c'est pour loucher vers le centre ou c'est loucher vers le Rassemblement national. Donc la situation, elle est illisible. Mais il faut dire que moi, personnellement, je ne sais pas réellement par quelle baguette magique M. Macron et son équipe gouvernementale allaient aujourd'hui sortir de cette situation d'impasse politique. Effectivement, il y a un très grand point d'interrogation donc, autour du futur très proche de la politique en France. On va donc laisser nos amis français trouver, dépatouiller tout ça. Mais avant de passer au deuxième sujet, je voudrais quand même un peu ramener le débat vers chez nous. Oui. Donc cette relation entre la France et le Maroc est en nette amélioration depuis 6 mois, 7 mois. Il y a eu toute une lauréat de ministres français qui sont venus, des partenaires ici au Maroc, des partenariats qui ont été signés, des accords qui ont été passés, des engagements qui ont été formulés, etc. Gabriel Attal devait venir au Maroc début juillet, si c'était pas ce qui s'est passé, Abdelghani Yomni. On parlait aussi d'une visite présidentielle à l'automne, ici au Maroc. Alors maintenant, quid de tout ça? Sachant que le Maroc a bien exprimé sa doctrine prismale, si j'ose dire, du prisme. Je pense que le Maroc a bien exprimé sa doctrine prismale et je pense qu'elle a été très bien reçue, je pense. Et sinon, le Maroc et la France n'auraient pas avancé. Maintenant, sur le plan économique, la France et le Maroc sont interdépendants sur plusieurs secteurs. Et ce n'est pas une interdépendance choisie, c'est une interdépendance dictée par la géographie, par la démographie, par l'histoire, par les coûts, par aussi cette obligation aujourd'hui d'intégrer de la durabilité dans ce qu'on produit. Donc il vaut mieux délocaliser à 1000 km que délocaliser à 20 000 km. Donc il y a beaucoup de choses qui dictent. Et puis il y a une urgence aussi de contenir les flux migratoires en partageant la valeur ajoutée de part et d'autre de la Méditerranée. Je pense que c'est quelque chose qui a été bien reçu, qui est aujourd'hui acté. Maintenant, la deuxième chose, c'est sur le plan, ça c'est le plan économique. Maintenant, sur le plan culturel, il faut savoir qu'il y a 2 millions de Marocains et de binationaux marocains qui vivent en France, qu'il y a plus de 150 à 200 000 de Français, qu'il y a des activités maroco-françaises de part et d'autre, qu'il y a une obligation aujourd'hui, parce qu'il y a une part de l'histoire du Maroc et de France qui est partagée, qui est commune, et depuis 4 siècles. Ce n'est pas depuis le protectorat. C'est ça que les gens doivent savoir, c'est que ça ne remonte pas à 1912. C'est depuis 4 siècles, donc ça ne date pas de 1912. Et puis, beaucoup de gens ils disent au bout de 50 ans, le français a pris pied au Maroc. Non, il y a beaucoup de similarités dans cette région du monde qui est l'Europe et le Maghreb ou surtout l'Afrique du Nord, religieuse, historique. Maintenant, sur les relations diplomatiques, je pense qu'il y a des réglages qui ont été faits, parce qu'il y a eu des relations, il y a eu des rencontres, je pense qu'on avance, je pense que les deux ambassadeurs, l'ambassadrice du Maroc en France, monsieur l'ambassadeur de la France au Maroc a beaucoup travaillé, puis il y a beaucoup de gens de bonne volonté qui pensent que cette relation
elle doit continuer. Et je pense que le Maroc, il ne peut pas couper les ponts avec l'Europe. Et je pense que l'Europe, c'est l'Espagne et la France, un peu plus l'Allemagne en retrait. C'est principalement l'Espagne et la France. On ne peut pas couper parce que si on coupe, c'est une part, l'Italie aussi, mais, quand vous regardez les échanges de l'Union européenne avec le Maroc, que ce soit du stock d'IDE, que ce soit des emplois, que ce soit des exportations, des importations, l'Europe arrive en premier parce qu'il y a 62-63%. Quand vous regardez de l'intérieur des chiffres, vous allez trouver la France et l'Espagne. C'est les premiers. Donc moi je pense qu'il y a... Alors est-ce que le parti politique, je pense que la France a été sauvée de l'extrême droite. Ce n'est pas le mot. La France a été sauvée de l'extrême droite parce que sa politique internationale a été remise en cause. Et déjà, on a cassé beaucoup de choses avec l'Afrique et ça aurait vraiment... là, on aurait fini. Deuxièmement, aussi avec le Maghreb et l'Europe, sur le problème des visas, vous vous rappelez ce qu'on a vécu. Avec l'extrême droite, ça aurait été pire. Donc oui, je pense qu'aujourd'hui, quel que soit le parti politique, on aura des avancées. Sur la question que vous cherchez, vous parlez du prisme. Je pense que ce prisme a été reçu par la plupart des partis politiques. Ça va de LFI jusqu'à LR, où on a vu les déclarations. Il faut avancer, il faut tourner ce dossier pour faire du Maroc ce nœud entre l'Afrique et l'Europe, parce que ce nœud est nécessaire pour la vie et pour l'avenir de cette région. Une Europe qui vieillit, une Afrique qui est très jeune, il faut renverser maintenant la vapeur et faire du continent africain et principalement l'Afrique du Nord, donc une plateforme de l'industrie de demain, ou Corée du Sud, je ne sais pas, Singapour, Malaisie, il faut faire ça. J'aime bien ce que vous dites, Abdelrahim, parce que ça suscite un certain nombre de commentaires. Alors vous dites que le Maroc ne coupe pas le pont avec l'Union européenne. Il n'a jamais été question que le Maroc coupe le pont avec les Européens, mais vous avez cité les Espagnols et les Allemands. Les Espagnols et les Allemands ont fait un grand pas en avant, un grand bond en avant, pour paraphraser l'autre, vers cette question de souveraineté marocaine. Mais sous bassement, je suis économiste. Non, je sais bien, donc vous êtes parti sur le côté... Mon analyse est souvent économique. Sur le côté économique, alors, sur le côté... Je pense que Zakaria Aboudahab va compléter. Démographie, non, mais je lui réserve la question justement pour ça d'une manière plus précise. Sur le côté démographie, oui, mais bon, encore faut-il que l'Europe ne se barricade pas. Le Borrell qui parlait, Joseph Borrell, l'ancien commissaire, je ne sais pas s'il a déjà été remplacé ou pas, qui disait que l'Europe est une jungle, est un jardin qui est entouré d'une jungle. Les gens de la jungle veulent venir dans le jardin. Avec une mentalité pareille, on ne va pas très loin. Maintenant, Zakaria Aboudahab, je me tourne vers vous encore une fois avec la même question. Donc, toujours une amélioration des relations, Attal qui devait venir, Macron qui devait venir, etc., etc. Mais il y a une petite précision qu'on doit dire aussi, c'est qu'il y a une confusion qui a été balayée ces temps-ci, c'est cette question de domaine réservé du président de la République. Bon, ce n'est pas le domaine réservé, finalement, c'est le Premier ministre qui dirige la politique de la France, aussi bien défense que diplomatique, avec, bien entendu, la main du président. Alors, vous, d'après vous, comment vous voyez les choses continuer à évoluer? Une fois qu'il y aura un gouvernement dans ce pays ami qui est la France, comment ça risquerait de se passer avec nous? Alors, c'est vrai qu'il y a eu un élan pour colmater les brèches après une période de léthargie. Mais également, il faut le dire, le Maroc a émis ses cartons jaunes, voire même rouges. Sa Majesté l'avait si bien dit, encore une fois, en parlant de prisme avec lequel le Maroc entrevoit les partenariats, quel que soit le parti politique, la coalition, ça va être un déterminant fondamental dans l'approche du Maroc au regard d'une France qui se recherche dans un monde qui s'accélère. Il faut voir aussi l'action conjuguée d'autres forces d'attraction au niveau mondial. Shanghai, avec ses 30 millions de kilomètres carrés et ses puissances, la Russie, la Chine, l'Inde et les autres. Il faut aller voir aussi ce qui se passe du côté de l'Asie, de l'Est, etc. Et ces pays également qui se bousculent au pourtuant pour avoir aussi leur sommet. Pourquoi j'ai dit l'Italie? Parce que l'Italie a lancé en février 2024 son premier sommet avec les chefs d'État et de gouvernement africains. Je dis bien chefs d'État et de gouvernement africains. Et l'Italie, vous savez, c'est Abdelrahim, nous avons désormais avec ce pays aussi un accord, ce qu'on appelle un accord multidirectionnel. Donc c'est un partenariat stratégique au même titre que l'Allemagne, au même titre que l'Espagne, voire par extension également avec le Royaume-Uni. Je pourrais parler des États-Unis, etc. Et ça c'est important. Je pourrais parler aussi du CCG, le Conseil de coopération du Golfe. Deuxièmement, il y a une tradition en politique publique, c'est-à-dire, on va dire que oui, le style c'est l'homme,
mais il n'y a de style que dans l'ordre et le mouvement. Donc, quel que soit le Premier ministre ou le chef d'État, il va imprimer à son action certaines spécificités, ça va de soi. Il a des préférences. Macron s'est rapproché de l'Algérie. La question est la suivante. Fondamentalement, est-ce que ipso facto, quand la France se rapproche de l'Algérie, elle s'éloigne du Maroc? Et vice-versa. Quand elle se rapproche du Maroc, c'est pas passé comme ça avec les présidents précédents. Parce que les autres avaient de la vision, une manière de faire les choses. Du recul, vous l'avez si bien dit, et Sidi Abdelrahmani aussi l'avait soulevé, peut-être Macron n'avait pas de recul, c'est un financier, c'est clair. Ouais, c'est quelqu'un qui est intelligent en affaires, mais en diplomatie notamment, en ce qui concerne la politique africaine. Politique, le feeling est-ce qu'il a, par exemple, la hauteur d'un Jacques Chirac, par exemple, ou du général de Gaulle? Alors, il y a ce qu'on appelle le path dependent, c'est-à-dire, quel que soit le gouvernement, il y a un traçage qui est fait de longue date. Vous avez parlé de l'indépendance, de l'interdépendance. Ça me rappelle, à l'époque, le prince héritier, feu le roi Hassan II, au lendemain de la signature des accords Aix-les-Bains, il avait dit, devant même De Gaulle, et que cela a été communautarisé. Donc, nous avons une relation, je ne sais pas si on peut dire bijective, c'est-à-dire, en même temps, elle s'adresse ou elle est avec la France, mais la France est aussi une porte d'entrée du Maroc à l'Union européenne. Et Dieu sait combien les Marocains attendent aujourd'hui avec impatience la sortie d'une décision de justice qui devrait clarifier le rapport juridique quant à nos relations sectorielles, pêche et autres avec l'Union européenne. Mais grosso modo, il va être une révision de l'agenda, ça va de soi. Mais on ne va pas, on va dire, abandonner l'élan qui a été impulsé à la suite de la clarification de plusieurs malentendus, que ce soit le visa, que ce soit Eqwisen, que ce soit d'autres questions, et notamment le Sahara. Rappelons que le représentant de la France, en 2023, en octobre, au moment de l'adoption de la résolution, je pense 2703, avait réitéré le soutien inconditionnel de la France quant à la centralité du plan marocain d'autonomie. Je ne pense pas que ce soit avec M. Bardella, je dis n'importe quoi, c'est de la politique fiction, j'éviterai des expressions qui ont été dites par d'autres comme un Sinclair, je ne me le permets pas parce que je ne suis pas dedans, mais je pourrais dire que grosso modo, le Maroc, en Méditerranée occidentale, au Maghreb central surtout, est essentiellement un élément stratégique dans la relation de la France avec cette région ou sous-région et avec l'Afrique de façon générale. Il semblerait, d'après ce qu'on dit, que l'ambassade de France au Maroc soit la 3e ambassade dans le monde. Dans le monde. C'est-à-dire après l'américaine, l'ambassade de France aux États-Unis, l'ambassade de France à Londres. À Londres, exactement. La 3e étant la marocaine. Ouais. Ça veut bien peut-être sûr tout dire. Donc, puisqu'on parle de Londres, on va rester sur Londres. Donc, on passe, vous l'avez compris, au deuxième thème. Alors, on le savait, on savait ce qui allait se passer. Les sondages avaient prédit ça, mais peut-être pas un raz-de-marée aussi fort, une victoire écrasante où les travaillistes sont arrivés à mettre les conservateurs, les touristes, comme on les appelle, dehors, après 14 ans de règne sans partage, ou presque. Alors, c'est 411 sièges sur 650 contre 202 pour les travaillistes en 2019. Donc, ils ont doublé, tout simplement, plus que doublé. Et les conservateurs, eh bien, ils ont le tiers de ce qu'ils avaient en 2019. Donc, c'est véritablement un séisme politique qui s'est passé au Royaume-Uni quelques jours avant l'autre séisme politique qui s'est passé dont on venait de parler. Alors, je commence encore une fois par vous, Abdelrahmani et Omni. Donc, les Britanniques sont connus pour une stabilité politique. Or, de 2016 à 2024, c'est combien? C'est 6 premiers ministres. On peut les nommer, ces 6 premiers ministres. Liz Truss est restée 3 semaines, c'était à l'époque du décès de la reine Elisabeth. Bon, on peut dire que le Royaume-Uni a fait mieux en matière de stabilité, mais on impute ça en général au Brexit, c'est-à-dire le basculement qu'il y a eu, le basculement et bousculement aussi qu'il y a eu dans le Brexit. Comment vous voyez, comment vous expliquez? D'abord, 6 premiers ministres de la majorité, de la droite. Oui, tous de droite. Et je ne pense qu'il n'y a jamais eu de meilleur moment d'aller vers l'alternance et de gouverner pour les travaillistes, parce que le Royaume-Uni l'État a besoin d'être réparé, la société a besoin d'être réparée et l'économie a besoin d'être réparée. Parce que le Royaume-Uni n'est pas la Suisse, mais le Royaume-Uni n'est pas le Luxembourg. On ne peut pas avoir un pays qui a inventé la révolution industrielle et qui s'est fait désindustrialiser sur les 40 dernières années. Et qui s'est fait désindustrialiser les 40 dernières années. Je pense que c'était très injuste. Vous savez que, par exemple, quand ils ont fait un sondage au Royaume-Uni pour savoir quelles sont les priorités des Britanniques. Et la première priorité, c'est les rendez-vous, c'est le healthcare. C'est-à-dire 41% des Britanniques, parce qu'il faut attendre 12 mois aujourd'hui pour avoir un rendez-vous dans un hôpital ou chez un médecin.
C'est énorme. Médicale. Deuxièmement, aussi l'éducation, 12%, parce qu'on a privatisé l'éducation. Et j'ai parlé tout à l'heure... on les appelle des secteurs non protégés, ça, oui, c'est pas bien sûr, mais j'ai parlé tout à l'heure de l'extrême centre. Le premier qui a inventé l'extrême centre, dont les derniers chefs de gouvernement, c'est Tony Blair. Et Macron n'est qu'une photocopie de Tony Blair parce qu'il a déstructuré l'État. Il a baissé les impôts, surtout pour les entreprises, et on ne pouvait plus faire de finances publiques ou de budget public pour accompagner. Le logement, par exemple, les Britanniques ne peuvent plus ni se loger, ni acheter, ni acquérir, ni louer. Donc c'est vraiment un vrai problème. Et puis les inégalités qui ont explosé. Donc je pense que Rishi Sunak a été la fin. Et puis la gestion du Covid aussi par les premiers ministres qui se sont succédés a montré que les Britanniques, il fallait un changement. Donc oui, il faut changer, mais le Royaume-Uni, le Brexit a été aussi un très très mauvais choix. Un très très mauvais choix. Les travaillistes étaient contre. Et la droite libérale était pour. Pourquoi contre l'immigration? Le nombre de migrants et d'immigrés a augmenté de 10%. Depuis 2016, depuis la sortie de Brexit. Donc, je crois qu'aujourd'hui, il faut de nouvelles réformes. Et c'est pour ça que je trouve, moi, quand même, que la gauche espagnole, vraiment, gouverne avec des résultats. Et elle a une gouvernance de proximité. Et puis, elle a su trouver la meilleure adéquation entre l'économique, l'industriel et le social. Et c'est ce qu'il faut trouver dans n'importe quel pays. C'est-à-dire que si vous voulez avoir une politique progressiste, il faudrait qu'elle soit dans la production, et dans la productivité et dans la répartition. C'est ce que les ultralibéraux ne font pas souvent parce qu'ils privilégient les actionnaires. C'est très simple. Vous allez à Londres, par exemple, dans tous les supermarchés, il n'y a plus de caissiers. Il n'y a plus de personnel manutentionnaire parce que tout a été robotisé. Et tout ça, c'est au profit des actionnaires pour monter les marchés boursiers. Et on ne peut pas avoir une économie comme le Royaume-Uni qui fonctionne seulement avec des financiers. Ce n'est pas possible. On peut dire ça aussi pour la France, sur les autoroutes. Il y a de manière plus nuancée. Voilà, plus nuancée. Quand vous parlez d'Espagne, les personnalités des responsables sont aussi très importantes. Pedro Sanchez n'est pas Emmanuel Macron et Pedro Sanchez n'est pas Boris Johnson. Ouais. Alors, Zakaria Aboudab, même question encore une fois. Est-ce que vous pensez que cette instabilité... Bon, il faut dire que, bonne remarque de Abdelrahmane Oumni, et merci, ce sont aussi premiers ministres de droite. Alors, chacun avec ses travers. Cameron qui avait négocié, David Cameron qui avait négocié, enfin, qui avait promis un référendum. On connaît la suite sur le Brexit, on connaît la suite. Theresa May, je pense, qui était un petit peu affole, qui manquait de charisme. Boris Johnson qui manquait d'un certain nombre de choses, etc., etc. Est-ce que vous pensez que tout ça peut être ramené au Brexit, où il y avait quelque part un mal-être chez les Anglais qui se cherchaient? On reste pas en Union européenne, qu'est-ce qu'on fait? On s'amarre sur le grand cousin américain ou on reste à l'Europe? Est-ce que vous pensez, comment vous expliquez ce bouleversement qu'il y a au Royaume-Uni? Peut-être cela tient à la personnalité de M. Starmer, qui était avocat, il faut le rappeler, spécialiste en droits de l'homme, qui était dans un quartier populaire, que sa maman était malade et avait une maladie rare, et qu'elle ne trouvait pas suffisamment, je crois, de moyens de protection médicale. Excusez-moi, en tant qu'ancien défenseur des droits de l'homme, il a annoncé suspendre les fameuses migrations vers le Rwanda. Ah, tout à fait, transfert vers absolument. Le Rwanda. Ce qui était quand même un truc assez aberrant. Oui. C'est le moins qu'on puisse dire. Deuxième point, il était aussi procureur général, General Attorney de la reine Elisabeth III, et en même temps, c'est quelqu'un qui est très pragmatique. D'ailleurs, j'ai écouté pas mal d'interventions de spécialistes qui disaient qu'il n'a pratiquement pas fait véritablement une campagne. Mais on le sait, il faut quand même rappeler une chose que, à la différence de la France, le Royaume-Uni est une monarchie parlementaire, que deuxièmement, il y a une fluidité institutionnelle remarquable, qu'il n'y avait jamais eu de blocage et que chacun assume ses responsabilités. Moi, j'ai apprécié Rishi Sunak quand il avait dit que moi, j'assume les résultats de cet échec. Il y a la culture de la responsabilité. Qu'il a démissionné du Parti conservateur, mais il ne va pas partir immédiatement. Il faut qu'il attende que des dispositions, selon ses termes, soient prises pour qu'il s'en aille pour chercher un successeur. Et que, troisièmement, c'est vrai qu'il était pragmatique dans le choix
des problématiques ou des questions. D'ailleurs, le service public, aujourd'hui, est fondamentalement la question qui va motiver le travail gouvernemental. Le gouvernement étant s'est constitué, il y a même un ministre des Affaires étrangères d'origine africaine. Donc, il faut quand même qu'on suive par rapport à nos relations avec ce grand pays de longue tradition constitutionnelle, qui a ce qu'on appelle la constitution coutumière. Je voulais aussi dire que quand même 14 ans de gouvernement des conservateurs, avec aussi des échecs parfois cuisants ou des affaires comme Johnson quand il avait décrété le confinement et qu'il avait violé en catimini, et cela avait suscité quand même des inquiétudes immenses de la part des électeurs anglais sur la moralité, sur la transparence, mais il est parti par la suite. Mais je ne voudrais pas quand même faire du subjectivisme. Est-ce que aussi cet échec ne tient pas aussi à la personnalité de M. Sunak? Je laisse de côté cette polémique, mais je voudrais dire une chose. Tony Blair avait réalisé plus de sièges par rapport à Starmer. Pas beaucoup, 6 ou 7, si vous avez dit le nombre de... 411. 411, Blair, c'était 418. D'accord. Blair, je m'en souviens, il disait que il n'y a pas de politique de droite, il n'y a pas de politique de gauche, il n'y a que de la bonne politique et de la mauvaise politique. Il a été acclamé. Regardez ce qui s'est passé par la suite, 4 ans. Ça. L'Irak, l'Afghanistan, 2001, quand on a activé l'article 5 de l'OTAN, c'est-à-dire la défense commune, il a perdu considérablement sa cote de popularité. Et finalement, ce n'est plus un Tony Blair qu'on connaissait auparavant. Moi, je crains qu'avec l'usure politique et avec le temps, que M. Starmer ne puisse pas honorer ses engagements à un lectorat, des électeurs qui sont, très regardants par rapport aux résultats concrets, quand on sait aujourd'hui combien les Anglais ont besoin également d'être rassurés. Je voudrais dire une chose, mes amis, c'est que, premièrement, la première fois que UK Reform fait son entrée à la Chambre des communes, parce qu'il y a la Chambre des Lords, c'est-à-dire, on va dire un peu le Sénat anglais, avec 4 sièges. Mais attention, ces 4 sièges sont peut-être dus, ils sont minimes, mais symboliquement c'est important. Pourquoi UK Reform? Parce qu'il est anti-migration, etc. Mais c'était lui qui était derrière le Brexit avec son UKIP. Exactement. Alors lui, il nomme son parti en fonction de son programme du moment. Tout à fait, exactement. Voilà. Je pense qu'il s'appelle Lafarge quelque part. Farage. Voilà, je fais un peu le lapsus. Deuxièmement, il ne faut pas oublier qu'il y a le parti indépendantiste écossais qui n'a rien absolument. Il a été laminé. Il y a également le parti libéral démocrate qui a quand même beaucoup de sièges au niveau de l'Assemblée donc nationale, c'est-à-dire la Chambre des communes. Donc finalement, aujourd'hui, on peut dire que... en cause générale. On accède à un nouveau cycle politique dans la tradition, la longue tradition anglaise en termes de gestion politique. Et Starmer, pour le moment, je crois, il a une légitimité pour revendiquer une action qui, évidemment, il faut suivre les résultats sur le terrain, pourrait être profitable à des Anglais qui, encore une fois, sont très pragmatiques et qui ne jugent que par les résultats qu'une politique pourrait engendrer. Il faut par dire que la dynamique actuelle en Europe, c'est la création de nouvelles structures, une restructuration de la chose politique, avec la création de nouvelles forces politiques ou l'apparition de personnages, charismatiques, qu'on soit d'accord avec eux ou pas, là n'est pas le problème. Absolument. Et je pense que les Anglais sont aussi en train d'aller là-dedans, et peut-être même que cette constitution coutumière qui n'est pas écrite, ils sont en train de penser à la mettre par écrit parce que l'usure du pouvoir. Vous savez, Margaret Thatcher a été élue en 79, elle est partie en 91, et après elle, il y a eu John Major, donc elle est restée pratiquement jusqu'en 80. La droite est restée de 79 à 97, ça fait 18 ans. Et il n'y a pas de limite. Donc il y a peut-être une remise en cause. Abdelrahim Oumni, vous disiez tout à l'heure que les travaillistes étaient opposé au Brexit, certes. Mais aujourd'hui, dans son manifeste, le parti promet ce qui suit, d'améliorer, enfin parmi les choses qu'il promet, d'améliorer les relations commerciales et d'investissement du Royaume-Uni avec l'Union européenne en supprimant les barrières commerciales inutiles. Il y a quelque part des gens qui commencent à parler de peut-être une réintégration à l'Union européenne. Bon, c'est pas l'Abdelal, et bien sûr, comme on va dire... Je pense que Zakaria Bouddab, il le sait. Il sait que c'est pas possible de faire marche arrière, parce que déjà, pour sortir, pour quitter l'Europe, pour quitter l'Europe, les négociations ont commencé en 2013, après en 2016 on a fini en 2021, donc ça a duré presque 9 ans pour faire le Brexit. Ah oui. Aujourd'hui, il n'y a pas, et même les Britanniques aujourd'hui dans les sondages, ils ne veulent, c'est pas plus entendre parler de l'Europe, mais pour eux c'est une page qui est tournée. Maintenant, quel est le coût du Brexit ?
Alors, il y a le coût sur l'économie. Aujourd'hui, quand il y a des camions, par exemple, qui sont chargés, qui arrivent d'Europe, parce que le Royaume-Uni, c'est une île, il faut le savoir, qui n'est pas dans le continent. On le sait. Non, mais je veux dire, il faut que les gens sachent qu'il est en dehors du continent européen, il faut traverser. Les camions attendent 6 à 7 heures pour décharger. Parce qu'avant, ils ne passaient pas. Ils ne passaient pas la douane, mais aujourd'hui, il faut passer. La perte a été chiffrée à 100 milliards de livres sterling par an dans les échanges commerciaux entre l'Union européenne. C'est une perte qui est sèche, mais c'est aussi une perte d'emploi. Et puis, il y a beaucoup de sociétés financières qui ont quitté le Royaume-Uni pour aller à Paris. Donc, aujourd'hui, c'est un constat. Maintenant, moi, je veux bien revenir à ce que vous avez dit. Il y a la bonne politique et la mauvaise politique. Ben, c'est le en même temps. C'est ni gauche ni droite. Donc, Emmanuel Macron est un disciple de Tony Blair. C'est un disciple. Maintenant, moi, j'aimerais que Starmer soit un disciple ou qu'il soit sur la ligne de Schröder. Schröder a réformé l'Allemagne. En même temps, d'ailleurs, que Tony Blair. Tony Blair, mais ils n'ont pas fait le même travail. Donc, il a réformé. Franchement, moi, je crois que le Royaume-Uni est une grande nation, est un grand pays industriel. Il faudrait qu'il soit réformé pour plus d'emplois et pour plus de production, parce qu'il n'y a plus d'emplois au Royaume-Uni. Il n'y a que des walking poor, il n'y a que des livreurs et des financiers. Et ça ne fait pas une économie. Et des machines pour remplacer les autres. Rapidement, Zakaria Abouda, parce que je voudrais vous poser la même question. Par rapport à ça par rapport à ça, oui. Est-ce que, politiquement, en matière de relations internationales, est-ce que vous pensez qu'il y aurait possibilité de revenir pour le Royaume-Uni? Ce n'est pas possible, sauf à imaginer peut-être un scénario rocambolesque, c'est-à-dire référendum, mais c'est compliqué du point de vue du droit institutionnel de l'Union européenne. Néanmoins, moi, ce que je sais, c'est que même dans le temps des conservateurs, l'idée de conclure un accord de libre-échange avec l'Union européenne est tout à fait envisageable. Et donc, un accord de libre-échange qui permettrait de s'affranchir du paiement des droits de douane, etc., faciliter la fluidité. Et quand nous sommes un pays européen, quand on conclut un accord de libre-échange, ce n'est pas un même accord de libre-échange qu'on a avec le Maroc, par exemple, c'est-à-dire libre circulation des personnes. Là, on peut faire le parallèle avec la Suisse, avec le Liechtenstein, avec la Norvège et avec, je pense, l'Islande, qui, eux, sont coalisés dans le cadre de l'Association européenne de libre-échange, qui a un accord de libre-échange avec l'Union européenne. Sans faire partie ils font partie de ce qu'on appelle l'espace économique européen. Les 3 E, d'ailleurs, que le Maroc voulait aussi. Ça s'appelle le statut avancé intégral. Voilà, c'est beaucoup plus avancé que le statut que le Maroc a. Ah oui, absolument. Voilà. Là, on a un statut avancé tout court. Nous, statut avancé tout court. Eux, ils sont intégraux. Mais le Maroc, le Maroc est candidat au statut avancé intégral. Oui, tout à fait. Pour parler. C'est quelque chose qui pourrait se réaliser. D'accord. Et ça peut donner aussi la possibilité, se dit Aziz, même au niveau du paiement. Par exemple, vous avez le franc suisse, il a cours légal en Union européenne. Donc, on peut payer en Suisse en euros, comme on peut payer le franc suisse en France ou en Allemagne. Alors, Abderrahmane Youmni, toujours la même question sur le Maroc. Après le Brexit, donc le Royaume-Uni s'est ouvert sur le monde et sur son environnement, pas proche et pas très loin, à commencer par le Maroc. De plus en plus de voix au Royaume-Uni appellent à la reconnaissance de l'intégrité territoriale du Maroc. Le Royaume-Uni n'a pas les mêmes relations historiques avec l'Algérie que la France, et donc peut avoir un peu moins de réticence à franchir le pas, surtout qu'il est aussi intéressé par l'Afrique dans ses relations avec ce Maroc africain. Qu'est-ce que vous pensez de ça? En 2 minutes, parce que 2 minutes... Je vais 2 minutes, 2 minutes. Moi, ce concept de triangulation, il va s'imposer. Et le Royaume-Uni n'a pas les mêmes contraintes que la France, parce qu'il y a un passé colonial. Le Royaume-Uni, demain, il peut bien s'aligner sur la position de l'Espagne ou la position des États-Unis. Maintenant, il a tout à gagner. D'abord, un des pays qui a profité du Brexit, c'est le Maroc. D'abord, parce que le quota européen des exportations agricoles et de la pêche, le Royaume-Uni était à l'intérieur. Maintenant, comme il est sorti, il n'est plus dans le quota. Et donc, le Maroc a toujours le même quota et il peut exporter. Et puis, il y a les relations sur le textile. Et puis, il y a d'autres industries, je pense que les Britanniques sont ouverts et puis ils ont besoin d'abord de venir au Maroc, parce que c'est une terre prometteuse, une économie, et puis aussi d'aller vers l'Afrique. Et le Maroc peut jouer sur l'Afrique francophone, où les Britanniques n'ont pas pied. Oui, je pense qu'il y a des choses à faire. L'Afrique francophone qui devient d'ailleurs, en passant de plus en plus anglophone. Zakaria Abouda, donc en 2 minutes. En 2 minutes. De monarchies qui se connaissent bien et qui partagent beaucoup de points en commun, de larges traditions ancestrales,
un conservatisme moderne et proactif aussi. 1. 2. Proximité géographique. Nous sommes une presqu'île, comme disait Abdullah Al-Aroui. Et donc, on se connaît aussi de ce point de vue quand même une double ouverture de façade atlantique et méditerranéenne. Troisièmement, on se connaît avec des frontières pratiquement communes, il ne faut pas oublier qu'ils sont communes, l'Atlantique. Il y a beaucoup de choses, même en termes de projection. Vous avez la proposition américaine de l'Atlantique, le Royaume-Uni y est. Oui. Le Maroc aussi a une projection atlantique. Gibraltar, vous le connaissez, son statut, et le Maroc est là aussi, parce que c'est aussi un gardien des passages. Et on a beaucoup de cordons qu'on peut activer. Je voudrais dire que nous avons conclu un accord d'association en 2019, c'est-à-dire une sorte d'accord de libre-échange entré en vigueur en 2021. Ça veut dire que pour le Royaume-Uni, le Maroc compte beaucoup. Je voudrais dire une chose, et Abdelghani le sait très bien, comme tu le sais beaucoup, c'est Aziz, le cordon électrique entre le Maroc et l'Union européenne et le Royaume-Uni. C'est immense, un projet d'ailleurs qui a fait grincer beaucoup de dents, notamment en France, et qui montre l'intérêt stratégique de part et d'autre, le Maroc et le Royaume-Uni. Je voudrais dire une chose. Pour rappel, c'est exporter notre soleil et l'énergie qui va avec vers les Britanniques pour alimenter pratiquement 7 millions de énorme. 7 millions ce sont des enjeux financiers énormes. De familles, je pense. Je voudrais dire une chose aussi importante. Moi, je dis même que le Royaume-Uni est allé encore plus loin par rapport à la position française, qui reste quand même un peu timorée, mais sur le plan judiciaire, puisqu'il y a l'Union européenne et le statut de la Cour, la Cour de justice. Le tribunal anglais a refusé la demande qui a été introduite par les séparatistes, transitée par une ONG tendancieuse. Et donc, finalement, ils ont considéré que le Maroc est effectivement le maître à bord et le Sahara est marocain. Je développe mon raisonnement, évidemment, mais je lis entre les lignes. La jurisprudence anglaise a beaucoup à apprendre, ou à faire apprendre, pardon, par rapport aux autres. Ce qui fait qu'il y a beaucoup de leviers d'action majeurs entre les deux pays, et je crois que les prochaines années vont être très importantes et utiles points pour revenir sur l'arrêt du tribunal qui a débouté les séparatistes. Absolument. Il y a eu une phrase qui a été dite par le nouveau Premier ministre, qui est ancien procureur, et qui reconnaît cette décision judiciaire, ce qui peut être une bonne chose. Abdelghani Youmni, merci. Et pardon, Aziz, il faut profiter du statut de monsieur l'avocat Prime Minister et qui était procureur général, donc il connaît bien la jurisprudence anglaise. Ce que je viens de dire, vous l'avez dit de manière plus précise. Merci à vous. Merci encore, Abdelghani Youmni. Merci Zakaria Boudaab. Merci à vous de nous avoir suivis et à la semaine prochaine.